Dernière semaine de campagne en Guinée-Conakry avant la présidentielle du dimanche. Les deux principaux candidats, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, sont en meeting pour tenter de convaincre leurs électeurs. Le Mali renoue avec le spectre de la violence. Au moins 12 militaires sont tués dans une attaque au centre du pays. On dénombre aussi plusieurs disparus. Et puis la pandémie du coronavirus sévit dans le monde. La Grande-Bretagne a pris une série de mesures pour éviter la propagation. Annonce faite par son Premier ministre Boris Johnson. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. En Guinée-Conakry, les candidats égrènent les derniers jours de campagne pour la présidentielle du 18 octobre prochain. Ce sera dimanche. Les deux principaux challengers, Alpha Condé, le président sortant, et Cellou Dalein Diallo, son opposant, tentent de convaincre les électeurs. Ambiance de campagne à travers ce reportage. À chaque étape de sa campagne à travers la Guinée, il pointe sa montre. Cellou Dalein Diallo en est convaincu, son heure est enfin venue après 2 mandats d'Alpha Condé. Entré dans l'arène politique après 10 ans au gouvernement sous le général Lassana Conté, Cellou Dalein Diallo s'est juré de ne plus retenir ses coups contre Alpha Condé pour le priver d'un 3e mandat controversé. Les détracteurs de Cellou Dalein Diallo l'accusent d'être un pur produit du système Conté et de s'être enrichi au pouvoir. Mais son camp valorise sa longue expérience de l'État. Cette fois, la victoire ne peut plus lui échapper en raison à la fois du bilan catastrophique d'Alpha Condé et d'une vigilance accrue des citoyens face au risque de fraude, affirme-t-il. Face à lui, le président sortant à la conquête d'un 3e mandat. En 2010, Alpha Condé devient le premier président démocratiquement élu de cette ex-colonie française, s'il était alors auréolé de son image d'opposant acquise après des décennies de lutte. Il est accusé 10 ans plus tard d'avoir plongé son pays dans la crise pour rester au pouvoir en faisant adopter une nouvelle constitution. À 82 ans, cet homme se présente comme un modernisateur opposé à l'excision et au mariage forcé. Il vante aussi son bilan, réalisation de barrages hydroélectriques, révision des contrats miniers et mise au pas de l'armée. 10 autres candidats sont dans la... Et on reste toujours en Guinée où l'opposition a chiffré ce lundi à 90 au moins le nombre de personnes tuées en un an, des chiffres contestés par le pouvoir en place. À moins d'une semaine de la présidentielle, le Front national pour la défense de la Constitution FNDC a publié une liste des victimes, selon lui, de la contestation au nombre de 90 depuis le 14 octobre 2019, 92 en comptant 2 personnes mortes auparavant en juin. Au moins 45 ont été tués par balle, a dit le collectif réunissant des partis, des syndicats et des membres de la société civile. Selon Sekou Koundouno, un responsable du FNDC, sur les 92 morts, 8 ne sont toujours pas identifiés pour avoir été enterrés de nuit à la suite de violences survenues à Nzérékoré, au sud, autour du référendum constitutionnel controversé du 22 mars. Mais selon le gouvernement, ces chiffres sont dénués de fondement. Albert Damantang Camara, ministre de la Sécurité, a refusé de se prêter à une comptabilité macabre servant à une exploitation politique. Il y a eu des morts violentes que nous regrettons et nous travaillons à ce que cela ne se reproduise pas. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il y en ait 92, a-t-il dit. Il a reconnu au minimum 42 morts pouvant être liées au contexte politique, mais il a refusé qu'elles soient imputées aux forces de sécurité sur de simples témoignages. Le ministre de la Sécurité a réaffirmé la volonté des autorités de rechercher les coupables et indiqué que, depuis le 22 mars, un élève gendarme et un militaire avaient été mis en cause par la justice pour leur agissement. Depuis 1 an, le FNDC a mobilisé à plusieurs reprises des milliers de personnes contre cette candidature. La protestation a été plusieurs fois durement réprimée. Les défenseurs des droits humains ont reproché aux forces de sécurité un usage excessif de la force, notoire de longue date. Ils ont aussi fustigé une tradition ancienne d'impunité. Au Nigeria, de nouvelles manifestations contre les violences policières ont rassemblé ce lundi quelques centaines de personnes. À Abuja et Lagos, les 2 grandes villes, ces nouvelles manifestations ont lieu en dépit de la dissolution la veille par les autorités d'une unité de police controversée.
La contestation populaire née sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo montrant des agents présumés de la SARS tuant un homme à Ughelli dans l'état de Delta au sud du Nigeria a mené à l'annonce ce dimanche par la présidence nigériane de la dissolution avec effet immédiat de l'unité spéciale. Mais cela n'a pas réussi à calmer les esprits. Des manifestants ont bloqué ce lundi une rue d'Abuja, la capitale nigériane, pour réclamer la dissolution de la SARS, une unité spéciale dans la lutte contre la criminalité, homicide, enlèvement, vol. Cette dernière est accusée de racketter la population d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre. So you see, the IG cannot be trusted because he has given his word to us. Vous voyez donc qu'on ne peut pas faire confiance à l'inspecteur général de la police car il nous a donné sa parole qu'en tant que manifestant civil, pacifique, aucun mal ne nous serait fait et pourtant il a manqué à sa parole. Comment pouvons-nous lui confier une tâche aussi importante que le démantèlement de la SARS? Nous ne lui faisons pas confiance. And I am just a young Nigerian and I am angry. Je ne suis qu'un jeune Nigérien et je suis en colère et nous sommes tous en colère ici. Nous voulons que la violence policière cesse. Nous voulons que le démantèlement de la SARS soit complet, confirmé avec la Constitution. Nous voulons que le président du Nigeria nous parle. Nous sommes son peuple. À Lagos, mégapole immense de 20 millions d'habitants, des milliers de manifestants se sont réunis toujours ce lundi dans différents endroits de la ville, bloquant les principaux axes routiers et l'aéroport international. Et au Mali, le bilan macabre dans le rang de l'armée se poursuit. Au moins 12 militaires ont été tués dans une attaque dans le centre du pays. C'est à travers un communiqué de l'armée que l'information a été rendue publique. Une position militaire à Sokoura dans le cercle de Bakass a fait l'objet d'une attaque terroriste dans la nuit de lundi à mardi, a précisé l'armée qui fait état d'un bilan provisoire de 9 morts et des blessés dans ses rangs. Un renfort dépêché sur les lieux a ensuite été victime d'une attaque combinant l'explosion d'un engin improvisé, une embuscade dans la même localité mardi vers 8h30 heure locale qui a fait 3 morts, 10 blessés et des disparus selon le communiqué. Côté ennemi, 9 terroristes ont été abattus, a affirmé l'armée, ajoutant que l'aviation militaire malienne est arrivée sur la zone du pont et a détruit 2 véhicules des assaillants. Tous ces bilans sont provisoires, a souligné l'armée, qui enregistre là ses plus lourdes pertes depuis le putsch qui a renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le centre du Mali est pris dans un tourbillon de violence depuis l'apparition en 2015 dans cette région d'un groupe djihadiste mené par le prédicateur Peul, Amadou Koufa, qui a largement recruté au sein de sa communauté. Des affrontements communautaires se sont en outre multipliés entre les Peuls, majoritairement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon pratiquant essentiellement l'agriculture. Des centaines de véhicules ont défilé à Madrid, en Espagne, pour réclamer la démission du gouvernement de gauche lors d'une manifestation organisée à l'occasion de la fête nationale par le parti d'extrême droite dénommé Vox. Va-t-on Sanchez, démission, pouvait-on lire sur les pancartes brandies dans la manifestation de Madrid organisée à l'occasion de la fête nationale espagnole par le parti d'extrême droite Vox. Des centaines de voitures et de 2 roues arborant le drapeau espagnol ont descendu à la mi-journée l'immense avenue de la Castellana où se déroule habituellement le défilé militaire du 12 octobre, annulé cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Des défilés de véhicules ont également eu lieu à Valence, Malaga et Séville, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Sur la place de Colonne, au plein centre de Madrid, de nombreux manifestants à pied, tous masqués, souvent en famille, ont rejoint les véhicules stationnés au milieu d'une marée de drapeaux rouges et jaunes. Les manifestants critiquent en particulier la gestion de la pandémie par le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez, alors que l'Espagne est l'un des pays européens les plus touchés et doit faire face à une importante deuxième vague de contagion. La décision du gouvernement central de décréter l'état d'alerte, qui équivaut à un état d'urgence sanitaire vendredi à Madrid, pour faire respecter l'interdiction d'entrer et de sortir de la capitale afin de freiner le virus, irritait particulièrement les manifestants.
L'état d'alerte est entré en vigueur vendredi dans la capitale pour une durée de 15 jours. Cette mesure d'exception a été prise après un dur bras de fer entre le gouvernement central de gauche et la région de Madrid, dirigée par la droite, qui divergent sur les mesures à prendre pour contenir la forte hausse des cas dans la capitale. En Espagne, pays très décentralisé, les régions détiennent les compétences en matière de santé publique. L'Espagne a recensé officiellement quelques 850 000 cas et près de 33 000 morts depuis le début de la pandémie. Et en Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson a présenté un nouveau système d'alerte à 3 niveaux censé simplifier le dispositif actuel de restrictions liées au coronavirus pour l'Angleterre. Boris Johnson, le Premier ministre, a également annoncé qu'il activerait 3 hôpitaux de campagne. Face à la résurgence inquiétante de la pandémie, en particulier dans le nord-ouest, le gouvernement britannique a décidé notamment de fermer les pubs de Liverpool et de réactiver 3 hôpitaux de campagne mis en place au printemps et depuis mis en pause. Le Premier ministre a annoncé lundi devant les députés puis devant la nation un nouveau système d'alerte à 3 niveaux. Moyen, élevé et très élevé, censé simplifier à partir de mercredi le patchwork actuel de restrictions pour l'Angleterre seule, les autres nations étant compétentes pour appliquer leurs propres dispositifs. Le premier niveau correspond aux mesures valables pour toute l'Angleterre. Rassemblement limité à 6 personnes et fermeture à 22 heures pour les pubs et restaurants. À élever, dans les zones actuellement sous restrictions locales, les réunions entre différents ménages seront proscrites à l'intérieur. Dans les régions au niveau très élevé, des mesures supplémentaires seront appliquées avec le soutien des autorités locales, soutenues, si besoin, par l'armée. We're entering a new and crucial phase in our fight against coronavirus. Nous entrons dans une nouvelle phase cruciale de notre lutte contre le coronavirus car le nombre de cas a été multiplié par 4 en 4 semaines et se propage à nouveau parmi les personnes âgées et vulnérables. Il y a déjà plus de patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux britanniques aujourd'hui qu'il y en avait le 23 mars dernier lorsque tout le pays s'est retrouvé confiné et le nombre de décès augmente hélas une fois de plus. Ces chiffres nous montrent la voie comme des avertissements sur le tableau de bord d'un avion de ligne et nous devons agir. Les nouvelles restrictions ont été accueillies avec hostilité par les élus locaux du nord de l'Angleterre qui jugent les mesures de soutien à l'emploi mises en place par l'exécutif insuffisantes et craignent de voir leur équilibre financier mis en péril. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.